Là, on entend bien, on confond. Merci d'être venu ce soir pour cette première, je crois. Merci à l'équipe d'avoir organisé cette première soirée. Je passe la parole à Peggy. Ça va bientôt commencer pour une présentation des sponsors de la soirée et le débat qui sera ensuite animé par François ici à la table. Merci. Donc, bonsoir à tous, merci d'être venus pour cette première soirée thématique, ensuite aux soirées networking qui existent depuis 3 ans. Donc ce soir, c'est réinventons le e-commerce avec 2 conférences. Donc la première, faut-il lancer un site e-commerce? Faut-il encore lancer un site e-commerce? Qui va durer 1 heure environ. Et ensuite, il y aura une petite pause où vous pourrez déguster les chocolats et les bonbons si vous êtes allé les manger. Et on passera à la deuxième conférence, c'est faire de son site une marque. Donc ça sera dans 1 heure, 1 heure et quart environ. On va déjà commencer par la partie sponsors qui vont se présenter, vous présenter ce qu'ils font. Donc ils ont 10-15 minutes à eux et après on enchaîne. Voilà, bonne soirée. Merci. Bonsoir à tous, donc, je suis René, cofondateur de WheezyShop. WheezyShop, c'est une solution e-commerce qui permet à n'importe quel commerçant de créer sa boutique, de la gérer et d'animer. On existe depuis maintenant 6 ans. Et puis en fait, notre intérêt dans le sponsoring de ce genre d'événement, c'est surtout que cet événement se réalise. Je sais que Peggy s'implique beaucoup dans tout ce qui est commerçants qui se lancent, ou qui démarrent, ou qui sont en cours de démarrage, et je pense que c'est une des parties les plus importantes. Voilà pourquoi WheezyShop est sponsor de cet événement. Et WheezyShop la recommence. Tant mieux. Déjà? Ah oui, moi je fais court, ils ne sont pas là pour ça en fait. Bonsoir. Je m'appelle Alain Lacroix, donc je suis le DG fondateur d'une société toulousaine qui s'appelle Vira Network. Moi, avant de sponsoriser cet événement, je suis allé voir un peu la bio de ce qu'on découvre sur Peggy sur Internet et j'ai vu Accro du shopping. Et Accro du shopping, ça m'a fait penser à un film qui s'appelle Confession. Voilà, ça vient de là aussi. Et alors moi, il y a une actrice que j'aime bien dans ce film, c'est pas Fischer, c'est Christine Scott Thomas. C'est plus ma génération, je suis désolé. Alors je me suis dit que peut-être que si elle a envie de faire un numéro 2 et si elle veut faire jouer de nouveau Christine Scott Thomas, je veux bien sponsoriser le fauteuil du metteur en scène. Bon, plus sérieusement, nous sommes une plateforme de paiement sur Internet. Vous savez, c'est le truc dont vous vous occupez en général à la fin. Vous êtes très occupé par les problèmes de moteur de recommandation, recherche, Google Ads, etc. Et quand tout est fini, vous dites qu'est-ce que je mets comme moteur de paiement et on a l'impression que souvent c'est comme la poudre, elles sont toutes blanches. Moi j'achète du skip parce que ma mère a acheté du skip et aujourd'hui dans le monde du paiement, on a un peu, parfois j'ai l'impression que les gens achètent un peu sans regarder sur l'étagère. Donc on est une plateforme assez récente qui a essayé un peu de bouleverser ce monde qui n'a pas bougé depuis presque 10 ans. Et pour développer ce produit, on s'est fixé en fait 3 objectifs. Le premier, on a essayé de faire en sorte que ça soit simple à intégrer. Voilà. Parce que ce n'est pas le cas de toutes les plateformes. Surtout des plateformes françaises, j'ai envie de dire, parce qu'à l'étranger, ça c'est quand même un peu simplifié. Donc ça a été une démarche très orientée développeur, mais aussi une démarche orientée pour les gens qui n'avaient pas beaucoup de compétences, qui travaillent avec des outils type PrestaShop, Magento, Drupal, WebCommerce, etc. Et qui trouvent sur étagère quelque chose qui est simple à installer, plug and play, et bien documenté. Deuxième objectif qu'on s'était fixé, c'est un back-office marchand. Alors souvent on nous dit oui, mais moi je ne l'utilise pas, j'ai tout dans ma solution WebCommerce qui m'intéresse, c'est le retour. Oui, sauf qu'on peut y trouver quand même une information très riche. Et on a essayé de faire quelque chose qui est riche, user-friendly, et qui surtout diminue notre support, parce que c'était un peu égoïste, on ne voulait pas que les gens nous appellent. Donc on s'est dit on va pousser beaucoup d'informations pour qu'ils n'aient pas besoin de nous. Et le troisième objectif qu'on s'était fixé, c'était aussi d'apporter une qualité dans la relation client. Donc relation client, elle passe par quoi? Les mails, que vous allez pousser, les mails de paiement, qui sont quelque chose d'important. Je connais des mails de paiement qui sont assez horribles. Là, on a essayé de faire des choses très personnalisables en termes d'images, de templates, de couleurs, et riches en informations, riches en objets, riches en types de mails. Et puis tout ce qui touche aussi
personnalisation de la page de paiement, hein, parce que les gens souvent se disaient j'ai une rupture technologique, j'ai un mur là, un mur de paiement, et j'aimerais bien que ça soit la continuité de mon site. Et je pense qu'on a mis en place des outils que on connaît, qui sont plutôt parfois orientés geek, mais parfois aussi orientés end-user, qui sont faciles à intégrer. Voilà. Donc, juste un petit sondage. Qui connaît la nouvelle version d'SP+? SP+? La nouvelle SystemPay. Ouais. Oui. SystemPay. Qui connaît SystemPay? Un? Deux? Ah, j'ai déjà deux convertis. Voilà, donc en fait, la plateforme de paiement des banques populaires, des caisses d'épargne, puis d'une façon générale, toutes les banques qui sont en groupe BPCE, est opérée par nous, a été développée par nous. Et PZEN, en fait, est juste une marque qu'on réserve pour les clients des autres banques qui ne sont pas dans le groupe banque populaire. Merci. Juste pour ajouter un mot sur PZEN, parce que c'est une solution. Nous, en tant que plateforme e-commerce, on a souvent le cas d'intégrer des solutions de paiement. Sachant qu'en France, il peut y en avoir beaucoup, enfin, on pense qu'il y en a beaucoup parce qu'il y a soi-disant autant de solutions de paiement que de banques. C'est pas du tout le cas en tout cas. Et PZEN sort du lot grandement par son interface et par ses possibilités. Donc je pense que pour tout commerçant qui même a déjà sa boutique en ligne et qui a déjà son système de paiement, c'est vraiment intéressant de se pencher dessus pour voir comment ça fonctionne. Que ce soit en termes de techno, ça c'est vraiment le côté développeur qui va parler, vu que je suis directeur technique moi, de chez EasyShop, mais que ce soit aussi en termes d'utilisation pour vous, commerçants, quand vous avez besoin de travailler, et on ne s'en rend pas compte en amont, parce qu'on choisit sa solution qui va être PrestaShop, du Magento, du EasyShop, mais on n'a pas l'habitude de se dire, tiens, je vais regarder à quoi va ressembler mon administration chez ma banque, et comment je vais gérer mes modes de paiement, et c'est souvent assez horrible. Et je crois que PZEN a un peu révolutionné les choses en France. Donc je vous engage à regarder comment ça fonctionne. C'est bon pour moi. Bonsoir. Je m'appelle Stéphane Geoffrey, Sellermania. Je suis cofondateur de Sellermania que nous avons lancé en 2005. On est éditeur de logiciels dans le domaine du e-commerce et des marketplaces, spécialisés sur les marketplaces. Pourquoi est-ce qu'on est sponsor de cette soirée? On a dîné ensemble il y a, je sais pas, 2 mois, 3 mois, avec plusieurs personnes. Parce que Peggy est très active dans le domaine du e-commerce et dans le domaine des entrepreneurs, de cette force active qu'on représente, je crois, tous. Et on était 4 ou 5 autour de la table et tu as eu cette idée en disant j'aimerais bien faire quand même une soirée, un soir en faisant venir du monde et avec une table ronde. Et l'idée est démarrée comme ça, elle dit ouais mais il faut quand même, voilà, faut un peu de budget pour le faire. Et puis après un rapide calcul, on s'est rendu compte que le budget était quand même assez limité, il n'y avait pas beaucoup de budget à prévoir, surtout qu'il y avait un vrai besoin. Et donc bravo d'avoir organisé, d'avoir mis ça en concrétisant, et c'est tout naturellement qu'on est devenu sponsor. Donc nous, chez Sellermania, on travaille avec des commerçants qui ont ou non un site web et qui décident de vendre sur les marketplaces, sur les places de marché qui sont donc Amazon, Cdiscount, Fnac, Fashionista, et beaucoup d'autres en France et en Europe. On existe depuis 2005, on est une vingtaine, dont 2 représentants ici que je salue, représentants d'équipe technique et équipe générale d'administration. Et on traite avec les marchands, on leur permet de faire 3 choses essentiellement sur ces places de marché. La première, c'est prendre leur catalogue produit ou leurs produits et les diffuser sur l'ensemble des marketplaces depuis un point unique, avec une interface web, donc tout est en mode SaaS. Sur notre site. La deuxième, c'est une fois que les produits sont en ligne, récupérer les commandes décentralisées, de faire toute l'administration des ventes, imprimer les factures, les intégrer dans un système extérieur, imprimer des bordereaux de livraison, confirmer de façon centrale les commandes. Et puis entre la mise en ligne et la commande, il y a toute une partie optimisation de la présence de ces produits sur les places de marché, puisqu'on s'est rapidement rendu compte quand on a démarré la société que marketplace, c'est exactement comme un site comme Google. Si vous envoyez vos produits sur Google sans optimiser quoi que ce soit, simplement vous allez être en page 18 et personne ne viendra sur votre site web. Sur les marketplaces, c'est exactement la même chose. Si vous mettez vos produits sans faire de référencement, sans optimiser votre référencement, il y a toute une batterie d'outils qui sont possibles pour pouvoir faire ça, alors votre chiffre d'affaires ne sera pas optimal. Donc c'est ce qu'on fait chez nous et on aide au quotidien tous les marchands à dynamiser leur activité sur ces marketplaces. C'est un sujet
à la mode aujourd'hui, où beaucoup de e-commerçants veulent aller sur ces marketplaces. Et puis on annonce aujourd'hui, j'en profite pour faire ma pub aussi sur notre annonce de ce matin, puisqu'on annonce que on diffuse désormais les produits sur des canaux autres que les marketplaces, comme les comparateurs de prix, les plateformes d'affiliation, de retargeting. En réalité, quiconque utilise un catalogue produit va pouvoir, depuis Sellermania, pouvoir exporter depuis Sellermania le catalogue produit vers quiconque en a besoin. Donc par exemple, un partenaire de logistique propre aux marchands ou encore d'autres partenaires possibles. Qui dans la salle a un site e-commerce, s'occupe d'un site e-commerce? Je dirais 25%. Très bien. Qui dans la salle est prestataire pour le e-commerce? On peut aussi lever la main le coup d'avant. Très bien. Et qui vient parce qu'il y a de la lumière et que... Il y a sûrement des projets. Des personnes qui ont le projet d'avoir une boutique. Très bien, merci. Qui a des projets, le projet donc d'ouvrir un site e-commerce? Très bien, quelques projets. Mais ce que je vous propose, c'est que chacun se présente. Tu peux commencer. Alors moi je me présente, je m'appelle Richard Foxy, je suis le créateur en fait du site pompabière.com, donc qui, comme son nom l'indique, est un site de vente de bière sur internet. Pour la faire courte, j'ai démarré il y a à peu près 6 ans. Mon site e-commerce, un petit peu à l'image de la start-up, c'est-à-dire j'ai démarré dans une pépinière d'entreprise, j'étais tout seul. Et aujourd'hui, on est 6 personnes avec la logistique incluse. Et pour présenter, j'avais un business plan quand je suis allé voir les banquiers d'à peu près 75 000 €. Ça, c'était le business que j'ai présenté. Les banquiers m'ont dit que ça ne marcherait jamais. Et j'ai bien fait d'y aller parce qu'aujourd'hui, je fais 2 millions d'euros sur Internet. Donc, 6 ans après, je pense que je leur ai démontré et montré que ce qu'ils pensaient qu'il ne marcherait jamais, c'est exactement ce qui fonctionne. Alors après, ça s'est pas fait sans mal, ça s'est pas fait sans travailler, mais toujours est-il qu'il y a des business models qui peuvent se créer et on en crée aussi en créant d'autres sites. Aujourd'hui, j'ai d'autres sites qui se créent et on crée en interne d'autres sites pour justement élargir les gammes de produits et faire grossir et rentabiliser, parce que après c'est toujours un problème de rentabilité chez les e-commerçants. Donc souvent on fait les beaux en disant on fait beaucoup de chiffres, mais ce qui compte aussi dans la vie réelle, c'est la rentabilité de l'entreprise. Ça, c'est un autre débat. Très bien. Benoît? Bonsoir à tous. Je m'appelle Benoît Gaillard, je suis le cofondateur d'une agence de conseil en e-commerce qui s'appelle Skillbox, que j'ai fondée il y a 1 an et qui accompagne des marques, des PME à se lancer sur Internet ou à développer leur chiffre d'affaires et leur rentabilité aussi, parce que c'est une problématique en effet qu'on peut soulever. Donc on accompagne pas mal de monde à se lancer la première fois sur Internet. C'est pour ça un peu le thème de la soirée. Est-ce qu'on peut encore se lancer? J'espère qu'on aura plein de réponses là-dessus. Avant ça, du coup, moi j'ai été pendant 9 ans responsable e-commerce de différents sites. J'ai vendu du thé pendant 2 ans un peu partout dans le monde via e-commerce. Donc avant j'étais responsable e-commerce et maintenant j'accompagne des marques et des PME à se lancer sur le web. Très bien, merci. Je vais me présenter aussi, François Zizerman. Moi j'ai commencé par faire de la technique et en plus j'y ai pris beaucoup de plaisir, donc j'ai fait ça pas mal de temps. Et puis les 7 dernières années, j'ai fait du conseil en e-commerce, donc en fait le même métier que ce que fait aujourd'hui Benoît, sauf qu'aujourd'hui j'ai arrêté cette activité de conseil et maintenant je développe et commercialise un moteur de personnalisation, un système qui permet d'améliorer la rentabilité du site en proposant automatiquement le bon produit à l'internaute qui visite la page, comme ce que fait Amazon. Et la solution s'appelle Target to Sell, et c'est pour l'instant pas public, c'est pour ça que j'en parle juste à vous, mais c'est pas encore une sortie officielle.
Très bien. Je vous propose qu'on démarre et puis quand Marc arrivera, on lui laissera l'opportunité de se présenter, de parler un petit peu. La question du jour, c'est faut-il lancer un site e-commerce? Dans la série, je vous pose des questions. Peut-être on peut commencer par faire un petit sondage dans la salle. Quels sont ceux qui pensent qu'il est encore raisonnable de se lancer dans le e-commerce? D'accord. Vu de neige, je dirais 50%. Et ceux qui pensent que c'est vraiment super trop tard, c'est plus du tout le bon moment et qu'il est temps d'aller ouvrir une boulangerie au coin de la rue. D'accord. Un fan de Il y a que Olivier. Absolument. On peut faire une boulangerie. Donc globalement, et ceux qui n'ont pas d'avis en fait sur la question. D'accord. Très bien. Donc globalement, vous êtes plutôt convaincu par l'idée qu'on peut se lancer sur le e-commerce. Voilà, c'est la fin de la discussion, on peut manger les chocolats. Donc peut-être, pour démarrer, Richard, tu as commencé à nous parler de ton aventure. Peut-être tu peux nous raconter un peu plus en détail. Tu nous as raconté, c'est très intéressant que ça a commencé par une rencontre par un banquier peu coopératif. Et nous raconter les débuts, comment est-ce qu'on fait, les difficultés, ce qu'on externalise, ce qu'on n'externalise pas, les bêtises qu'on fait. Parce que quand on est entrepreneur, on fait des bêtises. Oui, et on apprend beaucoup de nos erreurs. On apprend plus de nos erreurs que de nos réussites. En fait, pour la petite histoire, moi j'ai démarré avec j'étais chômeur, mais c'était un petit peu un chômage volontaire. Je ne vais pas vous raconter ma vie perso, mais en gros, j'ai profité du système de l'ACRE. Donc, pour simplifier, c'est la possibilité de démarrer sa boîte, et puis l'État, au lieu de vous verser les indemnités de chômage, vous verse entre guillemets un salaire pendant 15 mois. Donc, ça a été mon cas. Et c'est très pratique parce qu'au moins, vous avez, on va dire, ce coussin de sécurité qui, pendant les 15 premiers mois de votre activité, vous permet de ne pas vous soucier si vous allez pouvoir vous payer un salaire à la fin du mois. Alors, malgré que j'ai eu des chiffres qui ont démarré très fort, je pense que les 15, en tout cas sur la première année, j'aurais pas pu me servir de salaire. Et forcément, je suis comme tout le monde, j'ai une maison, je mange, etc. Et donc, ça sécurise, et c'est quelque chose de très intéressant. Et pour le capital de l'entreprise, j'ai démarré en fait avec un tour de table entre guillemets auprès de mes potes. Donc je leur ai dit les gars, je vais monter un site internet. Il faut juste resituer, c'est qu'il y a 6 ans, alors après le monde internet va très vite, en tout cas le monde du e-commerce, mais il y a 6 ans, le e-commerce c'était encore, voilà, on y va, on n'y va pas, il y avait encore le grand débat, ça marchera pas et autres. Et donc mes potes m'ont donné un peu d'argent et j'ai démarré donc avec 14 000 €, donc ce qui n'est pas un capital énorme pour démarrer une entreprise. Et la petite histoire, c'est que c'est 2 copains qui ont fait un technicien, on va dire, et un graphiste qui ont démarré le site. Et on a fait ça dans la chambre qui est devenue la chambre de mes enfants. Mais en gros, on faisait des réunions pizza, bière, et on a démarré le projet Pompe-à-Bière comme ça. Dans la chambre des enfants. Mais à l'époque, ils étaient pas là. Hello la date. Le problème, c'est que le projet bière, c'était pas très. Et donc, on a démarré comme ça. Et en fait, j'avais pas de stock au démarrage. C'est-à-dire qu'on prenait des photos des bières en gros qu'on avait dans le frigo, qu'on allait chercher dans l'hypermarché. Enfin, c'est vraiment l'histoire. On se dit, mais comment on a pu démarrer avec. Et puis après, je suis allé voir les fournisseurs. Mais pareil, les fournisseurs, un peu comme le banquier, quoi. Où il dit, je vais lancer un site e-commerce. Waouh, je vivais pour eux sur une autre planète. Et puis après, on a commencé, on va dire, à faire les choses de manière un peu plus pro, c'est-à-dire qu'on a acheté un petit studio photo, on détourait les photos, on a commencé à acheter du stock. Parce qu'il faut savoir que moi, les premières commandes, au début, j'avais une commande par jour. Donc j'avais une commande, en gros, j'allais chercher le stock chez le fournisseur, et puis on livrait le colis, puis ça démarrait comme ça. Puis preuve en est, bon, c'était peut-être un peu, je dirais, fait de bout de ficelle. En tout cas, c'est comme ça que nous, on a commencé. Et puis, assez rapidement, quand même, j'ai acheté du stock et j'avais un entrepôt. Au début, mon bureau et mon entrepôt faisaient 40 mètres carrés. Et après, c'est vite devenu petit. Puis après, j'ai repris un bureau de 40 mètres carrés et j'ai repris un entrepôt. Et au bout d'1 an et demi, j'ai dû externaliser la logistique parce que l'endroit où j'étais, où j'avais mes bureaux, c'était trop petit. Et donc là, j'ai externalisé la logistique.
l'externalisation de la logistique, c'était quelque chose de très très bien, dans le sens où ça m'a permis de me décharger de cette partie-là et pas de me poser la question s'il y avait quelqu'un qui allait faire la logistique le lendemain. Parce qu'eux, ils pouvaient mutualiser les différentes personnes qui allaient intervenir. Et ça m'a aussi obligé à tout informatiser, donc tout le stock était informatisé. Il faut savoir que l'inconvénient de la bière, enfin, pour le produit majeur que je vends, il y a une date de péremption. Donc il fallait que je surveille ça. Donc du coup, on connaît les dates de péremption de chacun des produits. Et ce qui permet de casser le prix du produit quand on arrive en date de péremption sur ce produit-là. Et aujourd'hui, j'ai réinternalisé ma logistique parce que j'ai pris le savoir-faire du logisticien. C'est-à-dire qu'il m'a montré pendant 2 ans les bonnes pratiques et du coup, j'ai repris le logiciel qu'il utilisait. Donc maintenant, j'ai réinternalisé ce qui me permet d'économiser. Parce que comme mon volume a fortement augmenté entre il y a 5 ans et maintenant, forcément, j'ai gagné en coût de préparation. Et le savoir-faire était chez le logisticien, maintenant il est chez moi, parce que j'ai embauché des gens qui savent faire. Ça, c'est pour la partie logistique. Ensuite, sur est-ce qu'il faut encore lancer les sites e-commerce? Moi, clairement, la réponse est oui. Notamment, il y a 1 an et demi, il y a à peu près 1 an, on a lancé un site de spiritueux. Bon, je suis fort connu pour pompabière.com, mais j'ai un site qui s'appelle pompchecocktail.com. Et il y a 1 an et demi, je me suis dit, me lancer dans les spiritueux, il y a déjà beaucoup de monde, pour moi, en tout cas sur ce marché-là. Et le site, on l'a démarré et il a fonctionné tout de suite, en fait, parce qu'on a utilisé l'expérience qu'on avait sur Pompabière pour faire profiter sur les spiritueux. Et là, on est en train de lancer un autre site qui n'a rien à voir avec les spiritueux et avec la bière. Et on se dit que l'expérience qu'on a acquis pendant 6 ans, maintenant, on connaît en fait les places de marché, on connaît, en tout cas, on travaille avec eux. Et donc on utilise plein de logiciels que certains d'entre vous font et ça nous permet de gagner du temps et d'expérimenter, de dire tiens, on va créer un site avec telle plateforme et ça nous permet d'être visible rapidement en référencement. J'imagine, alors cette stratégie de plein de petits sites, de plein de sites, pas de si petits que ça, c'est une stratégie intéressante. J'imagine que vous avez réfléchi entre cette stratégie-là et plutôt une stratégie où vous auriez élargi sur un seul site la gamme. Qu'est-ce qui vous a fait pencher pour, par exemple, Amazon? Ils sont plutôt dans une logique où ils gardent principalement un seul site et ils agrandissent la largeur de leur gamme. Qu'est-ce qui vous a fait pencher vers une stratégie plutôt de multi-boutique? Alors, en fait, ce qui nous a fait pencher, c'est qu'il faut savoir, alors tout le monde n'imagine peut-être pas que, en fait, la bière, on est météo-dépendant. Quand il fait beau, on vend beaucoup de bière. Quand il fait pas beau, on ne vend pas de bière. C'est un peu, alors je suis pas le seul business comme ça, les gens qui vendent des crèmes solaires ou des lunettes de soleil, je pense qu'ils ont la même problématique que moi. C'est différent pour les parapluies. Et pour les parapluies, mais pareil, quand il fait beau, ils ne vendent pas de parapluies, quand il pleut, ils en vendent. C'est un peu, toujours est-il que la bière est un produit, on va dire, sensible à la météo. Et donc on a voulu élargir sur des produits tels que les spiritueux. Je dirais, quand on vend une bouteille de whisky, on est moins dépendant de la météo, parce que c'est un produit, on va dire, plaisir, toujours avec modération, mais c'est un produit qui est un peu différent, un produit cadeau. Et donc ces produits-là nous permettent d'être un peu moins dépendant de la météo. C'est en fait, on s'est dit, il faut qu'on trouve des produits qui ressemblent à l'univers dans lequel on est, mais qui nous permettent aussi d'élargir la gamme. Et c'est aussi surtout, parce qu'il faut savoir que, ce que je vais vous dire là, ça paraît assez simple à comprendre, mais on s'est associé en fait avec quelqu'un qui avait un énorme catalogue de spiritueux, mais qui, pour lui, Internet, c'était un univers, encore une fois, donc on s'est associé il y a 1 an, pour lui, mettre des produits en ligne et suivre et répondre aux demandes des clients ou mon colis, etc., c'était impossible. Et donc nous, on lui a dit, fournis-nous un fichier, un flux XML. Et donc on a nourri notre site Ponché Cocktail avec ce flux. Donc il y a 5000 produits qui du jour au lendemain sont rentrés. Mais on a dû faire des descriptifs, catégoriser, enfin bref, faire le boulot de e-commerçant. Mais toujours est-il que du jour au lendemain, on est passé de 0 produit à 5000. Et c'est ça aussi où parfois dans vos business, vous pouvez aller chercher vos fournisseurs qui, pour eux, Internet, c'est encore un univers qu'ils ne connaissent pas ou un univers impitoyable. Et profiter de vos expériences de e-commerçant pour leur dire, moi je sais faire, moi je vais faire pour vous, donnez-moi juste vos flux produits, parce qu'aujourd'hui normalement, ils sont tous informatisés,
Ils sont tous capables de vous donner un flux produit et ça vous permet, vous, d'offrir des catalogues. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fait. Parce que si je devais porter un stock de 5000 produits, ce serait quasiment impossible. Quand on sait que certaines bouteilles valent, pour les moins chers, 10-15 euros la bouteille que vous devez acheter par carton de 6, et que ça monte jusqu'à des prix à plus de 1000 euros la bouteille, forcément, il y a un portage de stock que moi je ne fais pas. Et en plus, j'ai la chance d'avoir trouvé un industriel qui met dans un carton et colle l'étiquette et expédie pour moi. Donc là, j'ai vraiment été fort. Mais voilà, c'est comme ça aussi qu'on arrive. C'est aussi pour ça que le site de Spiritueux a fonctionné très vite. C'est-à-dire qu'on a étoffé, on n'est pas venu juste avec, encore une fois, 3 bouteilles qu'on aurait été achetées au métro du coin ou au Super U ou je ne sais trop où et l'avoir mis sur Internet. Là, on a quand même, tout de suite, on est passé au mastodonte en termes de référencement. Voilà. On a démarré comme ça, pareil, il y a 1 an et demi, on a démarré avec ce flux où nous, on a acheté 0 produit et en fait, parce que c'était pas très sympa pour ce fournisseur-là, mais je dis si, mais tu vas voir, c'est 1 ou 2 colis par jour. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte, c'est une réalité, c'est qu'on s'est retrouvé au mois de décembre où il y avait 100 colis à faire partir ce jour-là en fait. Et donc le simple site où on se dit ouais, ça va bricoler, on va faire 3 francs 6 sous sur internet, d'un seul coup quand il arrive le lundi. Quand on arrive le lundi matin et qu'on a une centaine de colis à faire, bah forcément ça devient plus compliqué. Et donc du coup on a maintenant acheté du stock sur les références qui tournent le mieux. Voilà, on a rééquilibré parce que le fournisseur a dit ouais mais là c'est plus possible et donc on a rééquilibré en achetant. Donc on va dire qu'aujourd'hui on a 50% du stock, on le porte nous maintenant en termes de stock réel et on a encore 50% du flux qui vient de chez lui qui permet de l'alléger en préparation de colis. Merci. Il y a une question. Oui. Comment est-ce qu'on passe de 1 à 2 commandes par jour à un samedi et jusqu'à 100 commandes le lundi matin? Alors, bonne question. Enfin, nous, ça s'est fait dans le temps, c'est-à-dire que, effectivement, quand moi, si l'exemple que je prenais, j'ai démarré avec 1 commande par jour, et après on est monté à 2 par jour, 3, 4, 5, etc. Alors à l'époque, la dehors, c'était pas aussi cher qu'aujourd'hui, ça c'est déjà la première chose. 2, on a quand même pas mal bossé notre référencement naturel. Alors, au démarrage, je vais pas vous mentir, parce que Google n'était pas comme aujourd'hui, mais on pensait qu'en allant prendre la fiche produit chez le brasseur, on faisait en gros un copier-coller, vous savez, il y avait le descriptif du produit, puis hop, on le mettait sur notre site, et wow, ça marchait, c'était cool. Et à un moment, Google il a fait la duplication de contenu, moi j'aime pas trop, et là les fiches, il y en a qui ont chuté, parce que forcément on n'avait pas créé le contenu. Mais ça se fait en fait sur la longueur, c'est le référencement naturel et le référencement payant et la notoriété. Après, comment on arrive de 2 à 100 c'est déjà parce nous on n'a pas beaucoup de concurrents, en tout cas sur le marché sur lequel on est. En gros, on est 2 sites très sérieux, et après il y en a plein qui interviennent, c'est-à-dire il y en a plein qui essayent de se lancer parce qu'ils disent ouais, super, la bière. Je crois que c'est pas trop important qu'il faut aborder les gens qui sont responsables en e-commerce. Les compétences en référencement sont impréventives. Oui. Est-ce que c'est des compétences que vous aviez avant le démarrage? Non, moi j'étais pas issu du milieu du e-commerce, j'ai appris en fait J'ai appris en fait au fil des années ce qu'était le référencement naturel, ce qu'était le référencement payant tel qu'AdWords, parce que c'est le principal le référencement on va dire payant. En fait, le référencement naturel ça se travaille, c'est la long train, c'est ce que tous les sites, tous les blogs de référencement vous en parlent. C'est quelque chose qui doit se travailler au quotidien, il faut vraiment mettre des contenus originaux. Et alors on essaye tant que faire se peut de les créer. De temps en temps, on remanie la phrase qui a été donnée par le brasseur, enfin, en ce qui nous concerne. Mais après, monter, il y a des requêtes, notamment, je vais prendre l'exemple des spiritueux, il y a des termes sur lesquels nous, on n'arrive pas à monter. L'exemple, je vais citer une marque, mais sur Jack Daniels, qui est une marque mondialement connue. Nous, on arrive, je dirais, 15 ans après la guerre sur cette marque-là. On n'arrive pas à monter, sauf à faire du référencement payant. Parce que des sites qui parlent de cette marque-là,
demain, je voudrais me lancer, je vais citer un exemple tout autre, mais à vendre des lunettes Ray-Ban, je pense qu'avant d'arriver sur la première page, je pense que c'est utopique, on n'y arrivera pas. Donc c'est pour ça qu'on essaye de se positionner sur la nouveauté. Donc nous, au bout de 6 ans... Au bout de 6 ans, mais il y a 6 ans, je pense qu'il y avait moins de e-commerçants, c'était plus facile d'apparaître dans un moteur de recherche. Aujourd'hui, je le rappelle parce que pour ceux qui voudraient créer un site internet aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'il y a 6 ans. Et c'est hyper important parce que tout le monde peut monter un site e-commerce parce que c'est facile, on le fait, bon, vous allez tous le faire, mais si on n'a pas de visibilité, c'est sûr. On n'existe pas. Benoît, ta vision sur le sujet? Oui, alors moi je pense qu'en fait c'est la question principale à laquelle il faut répondre pour lancer un site e-commerce. Marc Olivier de la FEVAD. On te laisse une petite minute pour te présenter. Je finis et après... Donc en fait, c'est la question à laquelle il faut répondre. Si vous lancez un site e-commerce, c'est très bien, vous avez sûrement plein d'idées, un projet qui est super intéressant, mais comment vous allez faire venir des internautes sur votre site? La bonne réponse, c'est qu'en tant que e-commerçant, c'est à vous de définir votre politique marketing d'acquisition. Il faut aller trouver les secteurs sur lesquels vous allez annoncer, sur lesquels vous allez faire du référencement. Alors que ce soit vous qui fassiez le référencement et l'AdWords ou un prestataire, c'est une autre question. Moi je suis plutôt prestataire parce que je pense que les compétences sont assez longues à obtenir et que pour un démarrage rapide c'est quand même mieux un prestataire, à internaliser peut-être dans un second temps. Mais aujourd'hui, si dans votre business plan et dans votre projet vous ne savez pas répondre à comment je vais faire venir des gens sur mon site, pour moi aujourd'hui c'est que votre projet n'est pas fini. Merci. Donc le micro celui-là ne marche pas. Donc peut-être Marc, te présenter, nous parler un petit peu de la FEVAD et puis oui, d'abord désolé pour le retard, mais j'ai une mauvaise idée de prendre un taxi, ce qui m'a mis 1h30 pour rejoindre le centre de Paris ici. Mais enfin, l'essentiel, c'est que j'ai pris ça là aujourd'hui parmi vous. Alors, moi, je suis délégué général de la FEVAD. La FEVAD, c'est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Ça regroupe aujourd'hui 580 entreprises de toutes les tailles, de tous les secteurs, de tous les types de ventes sur Internet possibles. Et notre rôle, c'est d'accompagner le développement du e-commerce en France, qui est un secteur aujourd'hui qui est en pleine croissance, puisque c'est un des rares secteurs qui connaît encore une dynamique importante avec 45 milliards d'euros en 2012, sans doute 50 en 2013, et donc une croissance de l'ordre de 20%, qui est portée essentiellement d'abord par les Français, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux à acheter sur Internet et qui consomment de plus en plus. Pour répondre à ces attentes, on a aussi une offre qui est en train de se diversifier. Donc si vous n'y êtes pas, c'est vraiment le moment d'y aller, parce qu'il y a de plus en plus de monde. Donc ça veut dire que c'est de plus en plus dur, il y a de plus en plus de concurrence, mais en même temps c'est vrai que c'est aussi extrêmement dynamisant pour le secteur, parce que les gens achètent de plus en plus, ils sont de plus en plus nombreux et ils achètent de plus en plus. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux que je développe, Peut-être tu peux nous faire part de ta vision du futur. Est-ce que la question qui se pose, donc encore une belle croissance cette année, et dans le contexte actuel, c'est, on peut le dire, exceptionnel. Enfin, il n'y a pas tant de secteurs que ça en ce moment qui ont une telle croissance. Mais est-ce qu'on est plutôt au début de la fin de la croissance, ou est-ce qu'il y a encore des leviers de croissance qu'on peut anticiper? Alors, non, on est carrément au début. On est au début, même si c'est vrai que sur certains secteurs, c'est plus concurrentiel. Donc, il faut vraiment choisir aussi les secteurs sur lesquels vous lancez. Aujourd'hui, on a 32 millions de Français qui achètent sur Internet, donc il y a une marge de croissance, de progression qui est encore importante. C'est à peu près, j'ai les chiffres en tête, c'est 80% des internautes. Et là-dessus, enfin, 80% des Français ont accès à Internet chez eux, mais sur des pays comme la Hollande, on est déjà à 90%. Là, il y a encore 20% de part à gagner, puisque l'achat sur Internet est conditionné par l'accès à Internet. Donc il y a encore des parts de marché de la part de gens qui n'achètent pas sur Internet, simplement parce qu'ils n'ont pas Internet et ils vont s'équiper.
Et puis, la part d'achat sur Internet, si on la compare, on est à peu près à 1300, 1400 euros par cyberacheteur en France, c'est 2 fois moins qu'en Angleterre. Voilà, donc là aussi, il y a des marges de croissance qui sont très importantes. Je vous disais tout à l'heure, c'est 45 milliards en France. Au Royaume-Uni, on est déjà à plus de 80 milliards. C'est un marché qui est 2 fois plus important que la France, ce qui montre que la marge de progression, le réservoir de croissance est encore important. Il y a 130 000 sites marchands actifs en France. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont créés un tous les demi-heures. On a eu plus de 19 000 sites marchands créés l'an dernier. Donc vous voyez qu'il y a une vraie dynamique. Voilà. Alors c'est une bonne nouvelle, pardon, et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est que du coup tout ça vient stimuler évidemment l'achat sur Internet, parce que les gens ne se posent plus la question de savoir si ça s'achète sur Internet. Avant on se disait est-ce qu'on va trouver. Donc aujourd'hui tout s'achète sur Internet. La mauvaise entre guillemets, c'est que c'est beaucoup plus concurrentiel. Ça veut dire que voilà, il ne suffit pas de lancer un site pour que ça vienne. Aujourd'hui, la concurrence est beaucoup plus rude et donc il faut bien réfléchir à la stratégie. Donc, pour répondre à la question, c'est clairement, il y a encore une marge de progression très importante sur ce secteur et surtout si vous sortez des sentiers battus. Les sentiers battus, c'est le high-tech, le voyage, les produits culturels, le textile, où là on est quand même sur des parts de marché assez importantes. Qui vont entre 10 et 25% pour le tourisme, par exemple. Là, on est sur des parts de marché qui sont extrêmement développées. Et sur le reste, Ok, très bien, merci. Donc, il y a encore de la croissance à venir. Il y a beaucoup de concurrence. Benoît, comment on fait pour s'en sortir dans tel contexte? Je pense que ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire la même chose que ce qui existe déjà. Si vous voulez copier Amazon ou e-commerce ou Cdiscount pour prendre des exemples, je reçois des mails comme ça, parfois j'ai 5 000 €, je voudrais lancer un site tout simple, c'est un concurrent de Amazon, mais en mieux, et évidemment moins cher. Je pense qu'il faut reformuler le projet pour parler poliment. Voilà. Par contre, il y a à mon avis encore un segment très important à creuser qui peut être dans le textile, notamment sur tout ce qui est création de marque. Donc c'est le sujet un peu d'après, mais aujourd'hui on voit qu'il y a des beaux succès comme Archiduchesse qui est une création depuis zéro. Bon, il y a la notoriété de Patrick Cassard et son charisme qui ont pas mal aidé, mais il y en a d'autres dans d'autres domaines. Shoji pour l'ameublement, de la décoration, c'est une belle marque aussi qui commence depuis zéro. Il y a Presque Parfait aussi qui est pour les enfants, qui est une belle marque aussi qui a commencé depuis zéro, que tu connais toi. C'est Benjamin. Voilà, donc je pense qu'il y a plein de choses à faire en création pour qu'on ait un axe de différenciation qui soit artistique, qui soit de service, qui soit... après, il y en a plein, mais il faut que votre projet présente un critère qui soit intéressant pour les internautes qui ne retrouvent pas ailleurs. Donc, avoir une offre différenciée par rapport à vos concurrents. Donc, si c'est trop similaire et que vous pensez juste faire mieux, moins cher, c'est à mon avis un projet compliqué parce que vous sous-estimez grandement les investissements qui ont déjà été faits par les concurrents, l'expérience qu'ils peuvent avoir. Et mine de rien, en e-commerce, ce qui compte le plus, c'est l'expérience. Et un an après le début du projet, on a souvent changé pas mal de choses. Donc, changer, ça peut être une bonne chose. Oui. J'abandonne ce micro. Stéphane, pour vendre, il faut du trafic, il faut de la visibilité sur son offre. Comment tu vois les choses sur là où on en est aujourd'hui, sur ce qu'il faut faire? Nous, quand on a démarré Sellermania, les 3/4 de nos clients n'avaient pas de site web. Et jusqu'à il y a 2 ans, c'était encore le cas, pas 3/4, mais on va dire une bonne moitié de nos clients n'avaient pas de site web. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins de la moitié, mais c'est quand même une grosse partie des clients qui sont chez nous. Ce sont des gens qui ont décidé de faire du e-commerce en passant par les marketplaces, sans créer de site web à l'origine. Pourquoi? Pour simplement pallier quelque part à cette question du trafic, qui est de dire que lorsque je crée mon site web, oui, il faut des compétences de référencement, oui, il faut des compétences techniques, des compétences dans des domaines tels l'affiliation ou autres pour pouvoir faire venir ce trafic, compétences que la plupart d'entre nous n'avons pas au démarrage. Et les marketplaces offrent ce trafic qui aujourd'hui est très important, puisque dans les top 15 de médiamétrie aujourd'hui en France,
8 sites parmi ces 15 sites ont une marketplace et donc fournissent à des e-commerçants en herbe la possibilité d'accéder à un trafic qui est colossal, ciblé dans la catégorie de produits sur lequel vous êtes qualifié, etc. Donc ça, chez nous, en fait, ça a été très présent dès le début, le e-commerce, de voir en fait, des entrepreneurs qui en général viennent avec des compétences produits, des compétences d'acheteurs, des gens qui ont en général eu un parcours de commercial dans d'autres entreprises, avec une compétence vraiment verticale dans la catégorie de produits qui viennent ensuite vouloir porter sur le net. Et en commençant par la marketplace, ça leur permet de mettre de côté toutes ces problématiques techniques et d'acquisition de trafic, se concentrer sur ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire leur catégorie de produits, acheter les bons produits, trouver les bons produits, se différencier, savoir à quel prix il faut les vendre, qu'est-ce qui au contraire justement se distribue pas très bien sur Internet, trouver que sur une marketplace, il y a tel et tel secteur qui justement n'est pas bien représenté parce qu'Amazon ne va pas se casser la tête à aller faire de la bière parce qu'ils n'ont pas les compétences dans ce domaine-là, alors que vous l'avez. Et donc en prenant ce biais-là, c'est tout à fait possible pour des e-commerçants de démarrer sur le web et de rencontrer le succès. Pour donner quelques chiffres, on a chez nous plusieurs clients qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, 100% sur les marketplaces, et qui n'ont toujours pas un site web. Et quand on leur parle de faire un site web, ils se disent je ne sais pas faire, j'y connais rien en référencement, je ne sais pas ce qui. Voilà, il me faut une agence, on m'a parlé d'un site, il faut que je débourse 1 000 € pour aller le créer, etc. Donc c'est des schémas de pensée complètement différents. Quelques marchands qui vont faire des millions d'euros de chiffre d'affaires, et la grande majorité entre 100 000 € et 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, mais ce qui déjà est important en fait, quand on démarre un site e-commerce. Souvent ça va être sur des volumes qui démarrent plus petits que ça, quoi. Et puis aussi tout un ventre de commerçants qui seront en dessous de 100 000 € mais qui démarrent et qui ensuite vont pouvoir progresser. Donc nous en fait on voit ça par un autre angle en fait que le traditionnel. Justement sur cette question d'avoir un site ou pas, c'est effectivement une question intéressante. On parle de e-commerce, c'est vrai que la première idée, ça peut être de se dire, tiens, je vais commencer par créer un site. D'ailleurs, dans l'activité de conseil, tu as dû voir aussi des gens qui tu leur demandes c'est quoi leur budget, et ils te disent, je ne sais pas, qu'importe, 15 000 €, et puis vous voulez mettre combien ils veulent créer un site, et puis ils veulent mettre 15 000 € pour la création du site. C'est clairement, évidemment, ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien pour le reste. C'est comme si on construisait une voiture et qu'on oubliait juste qu'il faut mettre de l'essence. Quelle est justement la répartition qu'il faut envisager entre l'acquisition de clients, le développement du site et le stock? C'est une question difficile parce que je peux quand même répondre. Parce que ce sera super différent suivant les sites. Comme tu l'as raconté, tu peux démarrer sans stock et à ce moment-là ça règle le budget du stock. Et à l'opposé, il y a des sites pour qui le stock ce sera le budget numéro 1. Donc on peut... Mais la question que je voulais te poser, c'est justement avec ton expérience forte sur ces notions de marketplace et de site. Est-ce que tu as ça permet finalement d'avoir une vision assez claire sur les gens pour qui il faut qu'ils aillent vers la création de site et ceux qui... C'est intéressant parce que eBay est une pure marketplace, ils ne font que de la marketplace donc depuis 1995, ceux qui ont inventé le concept, et ils ont une philosophie qui est de dire nous sommes une plateforme, et je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est qu'ils sont pris tellement de procès eBay de la part de tout le monde, que ce soit des e-commerçants, que ce soit des marques, qu'ils ont vraiment endossé cette responsabilité de plateforme en disant je ne prends pas part à la transaction, et donc je n'ai aucune responsabilité dans cette transaction. Et pour cause, je vous donne les informations de l'acheteur, y compris son adresse email. Donc pour cette raison-là, c'est les seuls à le faire. Peut-être que les autres n'ont pas encore eu assez de litiges pour en arriver là, peut-être que ça viendra. Mais donc ça, c'est une première différence avec eux. Et après, la deuxième différence, c'est que le catalogue vient de chez vous, et le catalogue est éphémère. C'est-à-dire que lorsque vous publiez vos annonces sur eBay, le catalogue a la durée de vie qu'aura l'annonce. Donc vous avez peut-être moins de risques aussi de déréférencement Google, parce que finalement ce catalogue va se déréférencer tout seul. Ça fait deux différences qui font que eBay par rapport aux autres marketplaces est très... Je pense que ce qui ressort, et ce qu'on savait probablement tous avant de venir, c'est que finalement créer un site c'est assez facile, enfin en tout cas commencer la vente en ligne c'est assez facile. On peut se
soit passer par une marketplace au démarrage, soit créer son site et y aller. Ce qu'on sait quand on a travaillé un peu dans le secteur du e-commerce, c'est qu'il y a le lancement et puis il y a la réussite. En fait, le lancement, c'est 5% du travail. Donc, quels sont, je ne sais pas qui prendra la parole en premier, mais quels sont les éléments critiques? Et on sait qu'en particulier, au bout de 1-2 ans, bah, ça commence à écrémer un petit peu, la vie commence, il n'y a plus comment dire, la joie de la création, elle est derrière, on se retrouve avec la difficulté du quotidien, à pas forcément avoir la croissance qu'on voudrait, à avoir le cash qui commence, on dépense plus que ce qu'on gagne. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ces paliers? Moi j'ai eu l'exemple avec plusieurs clients qui étaient en ligne depuis plusieurs années, qui réalisent des CA qui sont tout à fait confortables pour 1 ou 2 personnes, c'est-à-dire entre 100 000 et 1 million d'euros. Donc si la marge va à peu près dans le secteur, ça reste correct. Mais c'est un peu le milieu de l'e-commerce où finalement du coup on a un peu de rentabilité suffisamment pour vivre, pas assez pour se développer, il faut réinvestir. Et en fait du coup, est-ce que c'est un peu la question de l'objectif tout à l'heure, c'est du coup qu'est-ce qu'on en fait de ce site e-commerce? Est-ce qu'on le maintient pour vivre avec ça et d'essayer de maximiser un peu les marges? Est-ce qu'on continue à le développer parce qu'il y a encore beaucoup de potentiel justement à le développer, mais en réinvestissant derrière et on repart dans une course? Quand on avait ça depuis 3-4 ans et qu'on est tout seul à tout faire, moi j'ai vu pas mal aussi un phénomène d'usure d'entrepreneurs qui peuvent être tout seuls parce qu'ils n'ont rien sous-traité. Certains font la logistique, mais pas tous, parce que ça, il n'y a pas grand monde qui aime le faire, donc souvent ils arrivent à déléguer un petit peu, mais quand on l'a fait en plus tous les cartons le lundi matin, on fait que ça. Donc voilà, c'est pas forcément plaisant. Il y a la gestion des SAV et tout ça, et en fait on peut voir un phénomène un peu d'usure aussi au bout d'un moment, donc il faut arriver à avoir un objectif et des moyens qui soient en cohérence. Et d'essayer de sous-traiter ou de se faire accompagner. Comme moi, c'est pas le but de faire là-dessus, mais par des prestataires peut-être je sais pas moi, en SEO ou en AdWords, parce qu'on en a fait depuis 2-3 ans, on a les compétences, mais il faut les maintenir à jour, ça demande beaucoup de temps. Pour AdWords, c'est pareil, quand il y a un nouveau concurrent qui arrive et que les coûts par clic peuvent doubler le lendemain, comment on peut réagir? Alors, c'est une question très dure. Et je ne sais pas s'il y a vraiment une réponse universelle. On va dire que il y a les deux approches. Donc, celui qui aura démarré par la marketplace, un jour ou l'autre, il veut aller faire son site web parce que la marketplace pose un autre problème qui est à qui appartient le client au final. Et souvent, on est sur la marketplace, on va développer tout un business, faire du chiffre d'affaires, mais tout le monde se bat pour savoir à qui appartient réellement le client final. Il n'y a pas de loi là-dessus aujourd'hui. Certains sites et la plupart disent que le client va appartenir au site, c'est le cas d'Amazon, c'est le cas de tout le monde sauf eBay. Toutes les marketplaces disent c'est à vous de faire la logistique, c'est vous qui faites la livraison, c'est vous qui répondez aux clients, c'est vous qui achetez la marchandise, c'est vous qui prenez les risques, mais le client m'appartient. Ce qui est évidemment parfaitement discutable. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc les marchands, à un moment donné, vont se dire c'est bien gentil, mais j'ai fait tout ça, quel est mon actif? Qu'est-ce que je vais revendre? Qu'est-ce que je vais léguer à mes enfants, etc. Donc, je vais créer un site web à côté, moins dépendre des marketplaces, et donc me diversifier par le site web. C'est une question qui va même au-delà peut-être du volume de business, mais qui est plus dans la stratégie long terme de l'entrepreneur, de vouloir savoir ce qu'il va vouloir faire de son activité. Après, sur l'autre pied, qui est de dire, moi j'ai un site de e-commerce qui est peut-être quelque chose de plus naturel au début dans le monde dans lequel on vit, parce que si on demande à n'importe qui qu'est-ce que tu veux, se lancer sur l'e-commerce, ça veut dire créer son site web. Et très très souvent, ce qui se passe, c'est que les marchands qui commencent en créant leur propre site web se rendent compte hyper vite qu'ils n'ont pas de trafic et qu'ils n'ont pas les compétences pour aller faire le référencement, comme vous disiez tout à l'heure. Et donc cherchent des solutions pour aller acquérir ce trafic. Et là, la solution de la marketplace se présente d'elle-même et c'est une excellente solution à ce moment-là. Donc je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'univers interdit, ça qu'on peut aujourd'hui tout vendre sur une marketplace. Évidemment, si vous êtes libraire et vous voulez commencer à vendre du bouquin, aller créer un site web, c'est pas la bonne solution. Aller se mettre sur un site comme Amazon ou la Fnac qui a un trafic hyper qualifié dans ces verticaux-là, c'est sans doute une meilleure solution. Ok. Excusez-moi, est-ce que en
sur des niches. Je pense à Schmeling qui a un site qui vend elle vend des graines de légumes un peu farfelus, par exemple. Est-ce qu'il y a de la place pour ce genre de produit sur une marketplace? 1000 fois oui, quoi. 1000 fois oui. Parce qu'il faut vous dire que Amazon, c'est 14 millions de visiteurs uniques par mois. Les gens viennent chercher tout sur ce site. Tout. Et s'il n'y est pas, ils vont aller chercher sur des petits sites et tout ça. Mais imaginez, mettez-vous à la place de l'acheteur qui cherche des graines très spécialisées. Moi, j'ai un compte sur Amazon et j'ai passé des centaines de commandes sur ce site-là. Voilà, si je trouve le produit sur Amazon, je prends ça comme exemple, on pourrait prendre la Fnac ou un autre, et je le trouve sur un site lambda que je ne connais pas, parce qu'il faut que j'ouvre mon compte, que je mette la carte de crédit, que je crée mon... Je ne sais même pas s'ils vont me livrer, s'ils existent vraiment, si c'est une personne qui travaille dans son salon ou pas. Je passe la commande où, quoi. Enfin, juste pour préciser, nous par exemple avec les places de marché, on a des gens, on voit qu'ils se sont connectés chez nous. Pourtant, on fait tout pour que le site soit le plus rassurant possible. Ils se connectent chez nous et malgré tout, ils passent et on voit la commande arriver chez Cdiscount où elle vient d'une place de marché. Avec le même produit. On est présent, principalement chez Cdiscount, Pixmania et Rue du Commerce. Amazon ne fait pas, en tout cas dans l'univers principalement, parce qu'il fait des pompes à bière, mais compte tenu du peu de références qu'on a, on préfère nous vendre le liquide qui va avec les machines. Et donc le principe, c'est pas un secret, mais la principale place de marché sur le marché des spiritueux, c'est Cdiscount. Clairement, il écrase tous les autres. Vous avez Cdiscount et vous avez les autres. Quand il annonce, je sais qu'ils se battent un petit peu avec vente privée pour dire je suis le plus gros vendeur de vin. En tout cas, dans la partie spiritueux, ils écrasent de très très loin Rue du Commerce et Pixmania. Donc, mais on voit même, alors après je dirais c'est peut-être nous qui devons réassurer le consommateur en disant